propre rang, les propres scientifiques. On le savait, on l'avait mentionné ici à Zone de Résistance, que cette coalition-là, c'est une coalition qui était financée par les pétrolières, par également aussi l'industrie du charbon et de l'automobile, et tous ces lobbies-là poussaient pour que Washington ne ratifie pas les ententes du protocole de Kyoto. Et ce qui est arrivé d'ailleurs, ça ne s'est pas fait, ça ne s'est pas rédigé. Et c'est un puissant lobby. D'ailleurs, on avait reçu ici Stephen Guilbeault de Greenpeace à l'époque. Il disait, Benoît, il dit... les États-Unis, le pays américain, avait moins de délégués que la Global Climate Coalition, qui est le lobby des industries du pétrole, du charbon, de l'automobile. Alors, tu vois l'importance et tu vois aussi où l'argent se retrouve dans n'importe quelle main, et quand l'argent parle, le monde s'écrase. Eh bien voilà un petit peu ce qui s'est passé, chers auditeurs, chères auditrices. Donc maintenant, le document est sorti. C'est une information qui nous est venue justement le 26 avril dernier, et maintenant, la Global Climate Coalition n'existe plus. Faites-en pas, chers auditeurs. D'autres lobbies sont à l'œuvre et d'autres entités sont là pour veiller aux intérêts de leurs bons clients corporatifs et faire en sorte que leurs intérêts sont bien représentés à Washington. Ce n'est que des affaires de lobby. Ce n'est des affaires, ce qu'on appelle des PAC, des Public Action Committee. Et c'est des jeux de coulisses, des jeux de pouvoir entre des lobbies. Et ils sont richement dotés. Ils ont tout le matériel qu'il faut, technologiquement parlant, et ils ont des sommes colossales. Donc, ça n'a rien à voir avec les petits groupuscules qui végètent totalement parce que l'État s'est retiré de leur financement et qui ont de la misère, justement, à faire front commun pour contrecarrer les visées et l'absolutisme de ces gros lobbies très puissants et qui sont rien de démocratique, au contraire. Donc, c'est pas ici avec des mouvements comme le mouvement équitaire qui s'est de plus en plus inféodé au secteur privé. On va leur construire la maison du développement durable. On en avait parlé ici avec l'écologiste Daniel Breton, avec lui de la coalition Québec vers Kyoto. Lui, il a beaucoup de misère financièrement parlant. On leur laisse pas justement l'opportunité même de se prononcer. Et quand ils se prononcent, on leur envoie une slap, Strategic Lawsuit Against Public Participation. Donc, ces gens-là sont bâillonnés, sont menottés. Et Dieu sait qu'ils font un travail de salubrité publique. Ce sont des garde-fous. Ce sont des balises. On en a besoin. Mais ils dérangent l'ordre établi, ils dérangent l'establishment et il faut absolument les bâillonner, les menotter, les mettre hors d'état de nuire quand il s'agit carrément pas de les faire disparaître avec des Strategic Lawsuits Against Public Participation. En parlant justement de Strategic Lawsuits Against Public Participation, on avait reçu ici justement Alain Deneau qui a écrit un livre justement Noir Canada, pillage, corruption et criminalité en Afrique. Ben, ce bonhomme-là, chapeau bas, parce que dans le devoir de lundi, d'hier, donc 27 avril, il y avait un titre, le Canada, paradis judiciaire de l'industrie minière. Et chers auditeurs, écoutez, c'est carrément pitoyable, lamentable de voir à quel point nos gouvernements fédéral, provincial et municipal non seulement s'aplaventrissent devant, ils vont faire tout ce que le secteur minier leur demande de faire. Et il faut savoir que dans le monde entier, 60% des compagnies minières viennent de où? Ils viennent du Canada. Ils sont enregistrés. Alors, il faut le dire, 60% des sociétés minières du monde sont canadiennes. Pourquoi? Parce que ici, c'est un paradis judiciaire de l'industrie minière. Alors, il faut pas être dupe de la situation. Et pensez au projet à Malartic, la mine Osisko. Là, c'est un poète, M. Richard Desjardins, qui prend ça à bras le corps, qui va défendre cette portion de pays là-bas, en Abitibi, comme il l'a fait avec les forêts boréales. On l'avait reçu ici en ondes, à Zone de Résistance, Richard Desjardins. C'est un poète, c'est un auteur-compositeur. Ce bonhomme-là mérite toute notre admiration. Et ce gars-là le fait à temps perdu. Alors, il monte aux barricades, et naturellement, il va se faire blaster par les puissants lobbies des compagnies minières. Donc, ici, on a des mines de diamants, des mines d'or qui sont en train de se mettre en place, comme la mine Osisko, un gros dossier qui va faire en sorte qu'on va déplacer des maisons, 200 maisons. Il va y avoir un trou énorme, pratiquement la grosseur du village, pas un gros village, vous me direz là-bas, mais qui va être parce que on peut avoir accès justement à cet or-là via cette forme de forage-là, et on va déplacer des résidus extraits justement en bordure de ce trou-là, de ce site-là, avec tous les problèmes de lixiviation, de percolation que ça va créer, des problèmes environnementaux, des
problèmes de pollution qui vont prendre des années et des décennies et des centaines d'années à se résorber. Et ces populations locales-là, regarde, ça pèse pas l'eau dans la balance. Donc, tout le lobby de l'industrie minière est mandaté. Le bureau d'audience publique, qui est totalement bâillonné et qui a plus de dents, est supposé se pencher sur ce dossier-là. Mais on s'attend déjà à ce que le feu vert soit donné aux gens de la mine Osisko. Écoutez, c'est un scandale, chers auditeurs, chères auditrices, que 17 milliards de dollars ont été puisés, extraits du sol québécois. 17 milliards de dollars au cours des 5 dernières années. Et là-dessus, on a donné en ristourne, en redevance minière au gouvernement. On a donné combien? On a donné à peine 263 millions de dollars. Fait que ça, c'est un scandale total. Alors, on va piller le sous-sol québécois. On va extraire à peu près tous les minéraux stratégiques et les minéraux de valeur importants. Et ces minéraux-là vont finir où? Ben, souvent, ils vont finir en lingots d'or et on va mettre des portions d'or dans des diamants, dans des breloques, des bijoux, etc. Mais le gros va finir dans des lingots d'or qui vont se retrouver dans des sous-sols de banques centrales. Et ça va faire aussi le jeu de la spéculation aussi sur les marchés boursiers internationaux. Il y a des dictateurs dans des pays d'Afrique, dans des pays d'Amérique latine qui vont aussi, justement, se servir de cet or-là, justement, pour monnayer leur fuite à l'étranger quand ils vont sentir que les carottes sont cuites. Fait que c'est un scandale incroyable. Alors, bravo à des gens qui se tiennent debout comme Alain Deneau, Delphine Abadie et William Sacher, qui sont poursuivis par qui? Ils sont poursuivis par la plus grosse compagnie minière d'or au monde. C'est une Canadienne et c'est Barrick Gold. Et elle est cotée à la Bourse de Toronto. Et à la tête de ça, on a Peter Munk. Et sur le conseil d'administration, on retrouve qui? L'avocat des grandes causes, M. Brian Mulroney. Et on a un conseil d'administration international. Il n'y a pas si longtemps, on avait Paul Desmarais, senior, le grand patriarche de Power Corporation, qui était sur le conseil d'administration sur Power Corporation. On avait George Herbert Walker Bush, le père de l'ancien président qui vient juste de sortir, qui était le conseil d'administration là-dessus. Et on avait Vernon Perry. Vernon Perry, c'était l'avocat de Bill Clinton. Écoutez, c'est un Otto-Paul de la Bundesbank allemande. Écoutez, c'est un conseil international de Barrick Gold qui était vraiment très, très puissant. À vrai dire, ces hommes-là qui sont là sont juste là pour une fonction. Ils servent de door opener. Ce sont des ouvreurs de porte parce qu'ils ont des contacts. Ce sont des anciens présidents, premiers ministres, etc. De leur pays. Ben, ces gens-là ont accès à toutes sortes de contacts et ils peuvent débloquer des situations rapidement. Donc, c'est troublant de voir que nos ressources minières sont pillées comme ça à tout va et qu'il n'y a personne au gouvernement qui se lève debout et qui fait en sorte que les choses... Au contraire, on leur facilite même la vie à ces gens-là. Il y a un laisser-faire total qui est permis à ces gens-là. Avec l'appui de quoi? Avec l'Agence canadienne de développement international, avec l'ACDI. Parce que le comité... il y a eu un collectif d'experts qui s'est penché justement sur le dossier des compagnies minières canadiennes. Et puis, il dit que l'appui de l'ACDI au développement des investissements privés canadiens dans le secteur minier en Afrique peut se résumer comme suit. Elle prépare le terrain. Ah, ben c'est bien, elle prépare le terrain. Et on sait très bien que l'ACDI, même chose que la USAID, United States Agency for International Development, ou l'ACDI, l'Association canadienne de développement international, ce sont deux chevaux de Troie dont les services secrets se servent pour, justement, inféoder des régimes étrangers, pour pénétrer profondément des régimes politiques étrangers. Et dans le cas qui nous intéresse, si ça se fait en Afrique, si ça se fait même au Québec, pas de problème, on va faire pencher la balance de notre côté. Donc, chers auditeurs, ne soyez pas étonnés. Mais ça, là, chers auditeurs, il faut vraiment, là, il faut à un moment donné là qu'on allume, là, qu'on se réveille là, avec ce qui se passe là, dans notre propre sous-sol. Rappelez-vous dans le temps de Maurice Lenoblet-Duplessis. Maurice Lenoblet-Duplessis, il est allé devant un parterre de riches New-Yorkais, des hommes d'affaires, des affairistes, dans les années 50. OK, lui, il était au pouvoir, M. Duplessis, pendant 15 ans, non-stop, pendant 14 ans même. Il était au pouvoir à partir de... Après la Deuxième Guerre mondiale, c'était 1946. Même, je pense, c'était même pendant la guerre. La guerre n'était même pas finie, c'est en 44. Non-stop pendant 15 ans, jusqu'en 59, lorsqu'il est mort, en 1959. Et Maurice Lenoblet-Duplessis, qu'est-ce qu'il disait? Il parlait justement des ressources, des minerais de fer. Il a vendu notre fer aux Américains pratiquement pour une bouchée de pain. Et il disait justement les matières premières du Québec. Et il dit, je ne vous les vends pas, je ne vous les loue pas,
je vous les donne. Et l'Union nationale, son parti politique, l'Union nationale, va veiller à ce que ça se passe ainsi, de cette façon-là. Donc, c'est ainsi que notre ami Maurice Lenoble-Duplessis, premier ministre du Québec, de l'Union nationale, un conservateur de grande envergure, s'il faut le dire, avocat de son métier à Trois-Rivières, ben, ce monsieur-là a vendu pratiquement notre sous-sol aux Américains et des intérêts étrangers qui sont venus chercher pas juste nos minerais, pas juste nos papetières, mais également aussi à l'époque, rappelez-vous, on avait déjà commencé à développer Hydro-Québec. C'est grâce à Adélard Godbout qui était là au pouvoir comme premier ministre au début des années 40. Alors,